Pour l'équipage d'un avion de ligne, certains atterrissages sont plus difficiles que d'autres. Lorsque l'approche se fait en plein orage, lorsque des trombes d'eau s'abattent sur la piste, lorsque la visibilité est réduite au minimum, lorsque le vent souffle plein travers de l'avion, les pilotes ont alors besoin de tout leur savoir-faire pour poser leur appareil. Et la moindre erreur peut mener à la catastrophe. Voici l'histoire du vol Air France 358. Nous sommes le mardi 2 août 2005 à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Les 297 passagers du vol Air France quotidien pour Toronto sont en train d'embarquer à bord d'un Airbus A340. Siège côté couloir, à gauche. Allez-y. En pleine période estivale, le vol est complet. La plupart des passagers sont des touristes. La famille Lacaille se retrouve dispersée à l'arrière de la cabine. Émilie, tu t'assois près du hublot. Nous n'étions pas assis à côté d'Émilie. On avait 3 sièges côte à côte, dans la rangée centrale. Et Émilie était assise à quelques sièges de nous, sur la droite. Donc près de l'aile droite de l'avion. Eddie O, lui, est en correspondance. Il est arrivé quelques heures plus tôt de Johannesburg, en Afrique du Sud. Je suis étudiant étranger. Au Canada, à l'université de Queen. Chaque été, je rentre en Afrique du Sud. Eddie a beaucoup de bagages. J'avais avec moi tout ce que je possédais. Mes livres, mes habits, l'argent pour payer ma réinscription, mes ordinateurs, etc. Johan Kordari Bondok, elle aussi, est en transit. Elle arrive de Bangkok après un voyage en Thaïlande. 2 jours avant le vol, j'avais modifié mon itinéraire pour faire Bangkok-Paris et arriver directement à Toronto. Pendant que l'embarquement se poursuit, l'équipage dans le poste finit de préparer l'appareil. Le commandant de bord s'appelle Alain Rosé. Il a 57 ans, dont 20 années passées chez Air France. Son copilote est plus jeune. Frédéric No a 43 ans. Est-ce que c'est toi qui prends les commandes aujourd'hui ? Non, vas-y, je prendrai la main pour l'atterrissage à Toronto. Je vais vérifier la météo. Les 2 hommes décident que le commandant assurera le décollage de Roissy et le copilote l'atterrissage à Toronto, au Canada. Destination, Toronto-Pearson. Check. Cette répartition des tâches au sein d'un équipage permet au copilote d'acquérir de l'expérience. Mais aujourd'hui, les 2 hommes ne seront pas seuls dans le poste. Bonjour, messieurs. Je suis Miles Trochessé. Bienvenue à bord. Merci à vous. Installez-vous. Miles Trochessé est le fils d'un employé d'Air France. Et à ce titre, il peut parfois voyager gratuitement dans le poste installé sur un strapontin. L'Airbus A340 est un appareil fiable et récent. Lancé en 1993, il n'a connu jusqu'en 2005 aucun accident. Air France 358. Air France 358, piste 09 gauche, décollage autorisé. Décollage autorisé pour vol Air France 358 en 09 gauche. Bon après-midi, messieurs. À 13h53, le vol AF 348 décolle de la piste 09 gauche de l'aéroport Charles de Gaulle. Au même moment, à 6000 km de là, la journée commence sous la pluie. Et les proches des passagers s'organisent pour venir les récupérer tout à l'heure à l'aéroport Pearson de Toronto. Allô? Ah ouais, mais non, je n'oublierai pas d'aller chercher papa et maman. Ne t'en fais pas, je récupérerai aussi les 2 monstres. On a l'habitude de s'organiser pour qu'on vienne nous chercher à l'aéroport. C'est plus facile parce qu'on a beaucoup de bagages. On rapporte toujours des souvenirs de France. Et Julien, notre fils, passait l'été à Toronto. Il pouvait venir nous Il n'y chercher. a aucune raison de s'inquiéter, leur vol va très bien se passer, comme toujours. Je t'appellerai dès qu'ils seront arrivés, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. D'accord. Ouais, très bien.
À bientôt. Salut. On vient de recevoir un avis de forte humidité et de chaleur extrême pour la région et carrément une alerte aux orages violents pour Toronto et Mississauga. Attention donc dans la région de Toronto et aux orages cet après-midi. Le vol Paris-Toronto dure environ 8 heures. La croisière au-dessus de l'Atlantique se déroule sans aucun problème à 11 000 mètres d'altitude. Et jusqu'au début de la descente, rien ne distingue ce vol d'un autre vol. J'ai trouvé le service formidable. Le repas était délicieux et le personnel de bord très compétent. Il y avait beaucoup d'étudiants français en échange scolaire, des ados qui allaient visiter le Canada et qui prenaient l'avion pour la première fois. Ils étaient très bruyants. C'était une très belle journée avec ce soleil, ce ciel bleu, les nuages blancs. C'était vraiment superbe. Le pilotage automatique assure la majeure partie du travail. Et comme prévu, au milieu du parcours, Alain Roset passe les commandes à son copilote. Tiens. On a reçu un nouveau bulletin météo. À l'approche du Canada, les pilotes reçoivent la dernière météo de Toronto. Ciel couvert et pluie avec risque d'orage, température en dessous de 20. Au sol, la situation n'est pas brillante. L'aéroport est sous de violents orages. La pluie s'abat en trombe sur les pistes balayées par les rafales de vent. Le risque de foudre est tel que les autorités aéroportuaires déclenchent l'alerte rouge. Pour éviter tout foudroiement, le personnel au sol n'a plus le droit de travailler à l'extérieur, ce qui revient quasiment à paralyser le trafic aérien. Comme le trafic est très ralenti, le contrôle aérien place le vol 358 en circuit d'attente. Air France 358, maintenez votre position en attente. Air France 358, bien reçu. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Je suis désolé de vous informer que nous prenons un léger retard à cause du mauvais temps au-dessus de Toronto. Nous patientons le temps que l'orage se dissipe. J'étais très étonnée d'entendre le commandant nous informer que l'atterrissage serait retardé d'une trentaine de minutes à cause d'orages violents au-dessus de Toronto. L'équipage pourrait évidemment choisir de se dérouter vers un autre aéroport, comme par exemple Ottawa, à 700 km de là. Il lui reste à cet instant presque 8 tonnes de carburant dans les réservoirs. De quoi rejoindre Ottawa en toute sécurité. Généralement, le pilote prend en compte l'impact économique qu'aurait un déroutement vers un aéroport de dégagement, même si ce n'est pas ce qui motive sa décision. C'est tout de même un facteur important. Si on dépose les passagers à l'aéroport de dégagement, comment rejoindront-ils ensuite leur destination finale? Débarquer 297 passagers à Ottawa, où Air France n'a pas d'escale, serait certes compliqué pour le personnel au sol. Mais en même temps, il va falloir rapidement prendre une décision pour éviter de tomber en panne sèche. Air France de Toronto approche. Vous êtes autorisé à atterrir via le circuit Oisy 2. Maintenez 5000 pieds. Toronto approche, ici Air France 358, bien reçu. Autorisation d'atterrir par Oisy 2, maintenant 5000 pieds. Finalement, le contrôle autorise l'avion à atterrir. Et l'équipage entame sa descente finale sur Toronto. Mesdames et messieurs, ici votre commandant. Nous vous informons que nous amorçons dès à présent notre descente vers Toronto. Nous arriverons au sol vers 16h, heure locale. D'habitude, quand ils annoncent 45 minutes de retard, c'est une façon polie de dire 1 heure ou 1 heure et quart. Mais là, ils ont annoncé 20 minutes. Et 20 minutes plus tard, ils nous ont dit qu'on se préparait à atterrir. L'avion est toujours en pilotage automatique.
et commence à s'enfoncer dans la masse imposante des cumulonimbus d'orage. Réduisons la vitesse à 190. Le copilote prépare l'atterrissage, mais pour l'instant, il n'imagine pas vraiment ce qui l'attend un peu plus bas. Volet 2. Volet 2. Vitesse d'approche. On descend le train. Train sorti. Aérofrein armé. 4 vertes. Train sorti, aérofrein armé, 4 vertes. Vous allez voir, ça va bien se passer. Le ciel est devenu très sombre tout à coup, avec des nuages noirs. On sentait quelques turbulences. Le temps virait à l'orage. Sincèrement, j'ai pensé qu'on allait atterrir dans la tempête. Rien d'extraordinaire. En cabine, d'autres passagers commencent à s'inquiéter. L'avion secouait fort. Il y avait beaucoup de turbulences. Il tombait des trompes d'eau. C'était complètement inattendu. Air France 358, réduisez votre vitesse d'approche. Le copilote a amené l'appareil en longue finale. Il est à 2 minutes du seuil de la piste. 358, réduisez votre vitesse d'approche. Air France 358, bien reçu. Volet à fond. Volet à fond. Il faisait de plus en plus noir. On voyait des centaines d'éclairs. Il y avait un éclair par seconde de tous les côtés. Les gens commençaient à devenir nerveux, très nerveux. Moi-même, je le devenais aussi. Juste devant la F-358, 2 appareils viennent de se poser. A priori, c'est plutôt bon signe. Air France 358, ici la tour de Toronto. Tour de Toronto, Air France 358, j'écoute. Vous êtes autorisé à l'atterrissage pour la piste 2-4 gauche. L'avion qui vous précède nous signale une qualité de freinage très faible. L'heure estimée du vent est de 290 degrés pour 15 nœuds avec des rafales à 20 nœuds. Freinage faible, 15 nœuds, rafale à 20. Air France 358, merci. L'appareil est aligné sur la piste 24 gauche. Il va donc se poser avec un fort vent de travers droit d'au moins 50 degrés. La 24 gauche est également la piste la plus proche de l'autoroute qui mène à Toronto et qui à cette heure connaît un important trafic. Une piste détrempée et des rafales de vent de travers, l'atterrissage ne va pas être une partie de plaisir. Freinage automatique sur moyen. Freinage sur moyen. L'approche finale était apocalyptique. Il y avait des éclairs partout. Les turbulences étaient énormes. On sentait que le pilote avait un mal fou à maintenir l'avion dans l'alignement de la piste. Je savais que mon fils, qui était assis près de moi, était très inquiet. Moi, j'étais angoissé que ma fille soit assise aussi loin de nous. J'ai serré ma ceinture au maximum. Je m'attendais à un atterrissage très pénible. Peut-être que l'avion allait se poser brutalement. Peut-être qu'on allait toucher la piste, puis remettre les gaz et repartir. En tout cas, je me doutais que ce ne serait pas un atterrissage habituel. Pilote et poussée automatique désactivée. Au tout dernier moment, le copilote désengage le pilotage automatique et reprend le contrôle de l'avion en manuel. Il survole enfin le seuil de la piste. Mais perturbé par les rafales de vent, il se présente trop haut.
Pose-le! Pose-le! Cet atterrissage fut le plus intense et le plus brutal que j'ai jamais connu. C'était un atterrissage très difficile. Tout le monde s'est mis à applaudir, même la dame à côté de moi. Je m'en souviens très bien. Elle m'a dit « Waouh, quel atterrissage incroyable !» Elle avait à peine fini sa phrase que les catastrophes se sont enchaînées. L'avion s'est... L'avion s'est soulevé violemment de haut en bas. On avait l'impression de rouler à 1500 km/h sur une route couverte de nids de poules d'1 mètre de profondeur. Merde! En fait, l'A340 vient de sortir de la piste et il fonce maintenant à travers champs à presque 180 km/h. Là, j'ai cru qu'on allait mourir. C'était évident que personne ne pouvait survivre à un truc pareil. J'ai cru que c'était la fin. On a tout de suite vu une sorte de halo orange. C'est une image que je n'oublierai jamais. Ma fille était assise devant nous, sur la droite de l'avion. Elle a tourné la tête vers nous, les yeux écarquillés. Elle nous fixait, et son visage était encadré par ce gigantesque halo orange de flammes. Je me souviens qu'il y a eu une annonce. Elle disait « Mesdames et messieurs, tout va bien. Nous sommes maintenant arrêtés. » Mais je peux vous dire que tout n'allait pas bien du tout, parce que j'ai immédiatement senti l'odeur de kérosène. Alors que l'odeur du kérosène envahit la cabine, Il faut évacuer! les passagers commencent à paniquer. On s'attendait tous à ce que l'avion explose. C'était évident. Le personnel de cabine essaie d'évacuer tout le monde en quelques dizaines de secondes, et alors que le feu se propage. On entendait crier au feu depuis l'arrière, et c'est là que les gens ont commencé à vraiment paniquer. La cabine est en train de devenir un piège mortel. On sait qu'au bout de 2 minutes d'incendie, dans la plupart des cas, le milieu devient insoutenable. Donc, on considère qu'on dispose de 90 secondes pour évacuer les gens avec le maximum de sécurité possible. Les 10 stewards et hôtesses ont besoin de tout leur sang-froid pour faire face aux 297 passagers paniqués. La seule chose qui comptait, c'était de récupérer ma fille 2 sièges devant nous et de la protéger quand on exploserait. Allez, vite! J'ai commencé à essayer de récupérer mes affaires, et puis je me suis dit, et si je mourais pendant que je cherche mon ordinateur? J'ai compris qu'il fallait sortir de là. L'Airbus A340 possède 8 sorties de secours, mais plusieurs sont obstruées par des débris ou carrément par les flammes. Les gens escaladaient, les sièges, ils se bousculaient. C'était vraiment chacun pour soi. Je vous en prie, gardez votre calme, tout ira bien. Allez, ouvrez-la! Ouvrez la porte! Je voyais que l'hôtesse hésitait pour savoir si elle devait ou non ouvrir la porte devant laquelle l'incendie faisait rage.
Si le réservoir cède et que le carburant se déverse en grande quantité sur le sol, l'incendie produira suffisamment de chaleur pour que la paroi de l'avion fonde en quelques minutes. À l'avant de l'appareil, une porte a pu être ouverte et un toboggan partiellement déployé. L'homme en face de moi avait pris son sac. Il ne savait pas comment le faire glisser le long du toboggan. C'était un homme assez costaud et le toboggan n'était pas complètement déployé. Alors je me suis jetée par-dessus lui sur le toboggan et j'ai heurté le sol. Eddie O, lui aussi, a trouvé une porte ouverte, mais cette fois sans toboggan. Les gens me poussaient. Je ne contrôlais plus rien. Et j'étais là, je ne voulais pas sauter parce qu'il y avait au moins 5 mètres de vide. Il va bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va bien? Dans le poste, le commandant Roset est sérieusement blessé au dos. La violence de l'impact a arraché son fauteuil du sol. La porte près de laquelle se trouve la famille Lacaille est enfin ouverte. Dehors, il y a des flammes et de la fumée, mais plus rien ne peut retenir les passagers qui n'ont qu'une seule idée, sortir à tout prix de l'avion. Je les ai poussés. Ma femme a sauté, puis j'ai sauté. On a couru aussi vite qu'on a pu, parmi les débris de métal et tout ce qui se trouvait au sol à côté de l'avion. Quand le feu atteint l'intérieur d'un avion, il faut savoir que le mobilier est exactement comme dans nos maisons. Il est fait de matériaux qui, en brûlant, dégagent des fumées toxiques. C'est l'aspect le plus meurtrier d'un incendie. Concrètement, il fallait sauter. Alors j'ai fait une prière. J'ai fermé les yeux et j'ai sauté. 52 secondes après l'arrêt définitif de l'appareil, les premiers camions de pompiers sont sur place. Mais l'intervention des secours est compliquée. On avait beaucoup de mal à voir avec ces trompes d'eau. L'avion était entouré de fumée et l'incendie continuait à faire rage. On voyait quand même que l'avion s'était brisé en plusieurs morceaux. Le train d'atterrissage était d'un côté, les ailes s'étaient détachées de la carlingue. La famille Lacaille escalade le talus dans lequel l'Airbus s'est encastré. À ce moment-là, l'avion a explosé. Une fois, puis 2, 3 fois, on a ressenti physiquement cette énorme explosion. À la première, je n'en croyais pas mes yeux. Des valises, des objets étaient projetés en l'air. Et là, je me suis dit, mon Dieu, on aurait pu y être. On voyait parfaitement l'avion. La fumée noire qui s'échappait sur le côté et les flammes jaunes, oranges et rouges qui jaillissaient de partout. Errant sous la pluie torrentielle et dans la fumée de l'incendie, les passagers sont complètement désorientés. Les passagers qui grimpaient la colline étaient trempés et couverts de boue. Une fois en haut, plusieurs se sont mis à pleurer. Ils étaient sous le choc. Ils cherchaient des yeux un membre de leur famille, un ami ou un compagnon de voyage. Rapidement, les télévisions sont sur place et diffusent les images dans le monde entier. En les voyant, Audrey, la fille de Philippe Lacaille, est effondrée. Elle a allumé la télévision et elle a vu des images du crash du vol Air France en direct. L'avion brûlait et explosait sous ses yeux. 250 people on board. We have not had any reason
to make a statement yet as to whether anybody has survived or escaped. Julien, le fils de Philippe Lacaille, attend la famille dans l'aéroport aux arrivées internationales. À cet instant, il ignore encore tout de l'accident. Non, il n'y a pas la télé dans le hall. Quoi? Comment ça, où je suis? Je suis à l'aéroport, j'attends papa et maman. Quoi? Julien n'était au courant de rien, pourtant il était à l'aéroport quand elle lui a dit « Tu sais quoi? À mon avis, tu vas en avoir pour un bon moment parce que leur avion vient de se crasher. » L'autoroute qui longe la piste est rapidement obstruée par les nombreux automobilistes qui s'arrêtent afin de regarder l'épave de l'Airbus en flammes. Plusieurs rescapés réussissent même à parvenir jusqu'à l'autoroute. Certains conducteurs vont les recueillir à bord de leur véhicule et les ramener à l'aéroport. À ce moment-là, on n'était que 20 ou 30 à l'aéroport. Et là, vous vous dites, est-ce qu'on est les seuls survivants? En fait, les secours ont bien du mal à rassembler les 297 passagers et les 12 membres d'équipage. Ils étaient complètement désorganisés. Il n'y avait aucune annonce, aucune information, aucune communication, absolument rien. On s'est retrouvés dans un tout petit local bondé avec des passagers furieux qu'on ne s'occupe pas d'eux. Quelqu'un a dit, la première catastrophe, c'est le crash. La deuxième, c'est la façon dont ils l'ont géré. Les proches également sont sans nouvelles. La confusion est totale. Et Julien Lacaille redoute le pire. Pendant 1h30, ils ont cru qu'on était tous morts. Ça, c'est vraiment honteux parce que nous, évidemment qu'on était paniqués, qu'on avait eu peur de mourir, mais les familles qui attendaient, elles étaient rongées d'angoisse à attendre tout ce temps. Elles étaient persuadées qu'on était morts. Enfin, plusieurs heures après le crash, les passagers peuvent retrouver leur famille. Julien? Julien! Chérie, ça va? Enfin, tu nous as retrouvés. J'attends depuis des heures. We finally met up with Julian. It was 11 o'clock at night. Ça a été... Mon Dieu, on avait tellement de chance d'être en vie. We're so lucky we're alive, you know? Ouais. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est comme si on nous donnait une seconde chance. Mon fils, peut-être que je ne lui avais pas dit que je l'aimais avant de partir en France. C'était un moment très beau, très fort. C'est le soulagement général. Tout le monde retrouve les siens et surtout, Air France et les autorités aéroportuaires de Toronto annoncent l'incroyable nouvelle, l'accident n'a fait aucun mort. Tous les passagers et membres d'équipage ont réussi à évacuer la carlingue en flammes. Au petit matin, il ne reste du vol 358 qu'une carcasse fumante et carbonisée. L'heure maintenant est aux questions. Que s'est-il passé ? Pourquoi un des avions les plus sûrs, l'Airbus A340, a-t-il fini son vol dans un fossé? Trouver les réponses à ces questions est dorénavant le travail du Bureau de la sécurité des transports du Canada. L'enquête démarre aussitôt. Pilote et poussée automatique désactivée. Clairement, les conditions météo étaient très mauvaises au moment de l'atterrissage. Première question, sont-elles responsables de l'accident? Pose-le! Pose-le! Comme souvent dans ce type d'affaires, aucun des deux pilotes ne s'est exprimé publiquement.
faut t'évacuer! Tout de suite! Et Air France s'est réfugié derrière les actions judiciaires en cours pour ne pas communiquer sur les causes de l'accident. Il va bien? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas. Un ancien pilote instructeur d'Air France, Hervé Labarthe, a discuté avec le commandant Rosé. Et on a parlé, je sais pas, peut-être une demi-heure. Et il m'a dit, donc ça c'est le fait que je ressors de cette conversation, il m'a dit avoir demandé au contrôle, ou plus exactement, avoir informé le contrôle que là, il était vraiment tout près d'envisager de dégager. Et ce qu'il m'a dit, c'est que le contrôle lui avait dit, lui avait répondu, on va ouvrir le terrain très vite. Il y avait l'ambiance, je pense, les éclairs, les turbulences. Et très très vite, on lit moins bien les instruments. L'avion est plus difficile parce qu'il bouge beaucoup, quoi. Les enquêteurs découvrent également que les instruments de la tour de contrôle pour mesurer la vitesse du vent avaient été détruits par l'orage. Pour évaluer la force et la direction du vent, l'équipage ne disposait donc que de ses propres instruments, beaucoup moins précis. Les instruments de navigation indiquent à l'équipage en temps réel la direction et la vitesse du vent à l'endroit précis où se trouve l'avion. C'est pourquoi les pilotes ne peuvent pas anticiper sur ce qui les attend un peu plus loin. Les équipages des deux avions qui s'étaient posés sur la même piste, quelques minutes avant le vol 348, avaient bien alerté le contrôle aérien. L'atterrissage était délicat, mais pas impossible. Air France 358, ici la tour de Toronto. Tour de Toronto, Air France 358, j'écoute. Vous êtes autorisé à l'atterrissage pour la piste 2-4 gauche. L'avion qui vous précède nous signale une qualité de freinage très faible. L'heure estimée du vent est de 290 degrés pour 15 nœuds avec des rafales à 20 nœuds. Freinage faible, 15 nœuds, rafale à 20. 20 nœuds, 37 km/h. C'est un vent fort, mais qui reste dans les limites acceptées pour un Airbus A340. Le problème, c'est que la réalité au sol était bien différente. En étudiant les images radars, les enquêteurs découvrent juste au moment de l'atterrissage du vol 348 le passage sur le terrain d'un front pluvieux avec des rafales de 33 nœuds, plus de 60 km/h. L'équipage s'est retrouvé dans une situation pire que celle annoncée. Pilote et poussée automatique désactivée. 33 nœuds, c'est la vitesse de vent de travers maximale pour un A340, sur piste sèche qui plus est. Donc, à 33 nœuds, avec des rafales sur une piste mouillée, nous sommes au-delà des limites de l'appareil. Un autre élément retient l'attention des enquêteurs. Les dégâts causés par l'orage ont contraint les contrôleurs aériens à reporter tout le trafic sur la piste 24 gauche. Or, cette piste est plus courte que les trois autres, d'environ 650 mètres. Se poser sur la piste la plus courte du terrain, en plein milieu d'un violent orage, pour le vol à F-358, les conditions d'atterrissage n'étaient vraiment pas optimales. Depuis 4 heures en vol, ils savaient qu'il y avait des orages terribles, alerte rouge, etc. C'est ce qui, pour moi, pose le plus de problèmes, parce que... Est-ce qu'ils étaient fatigués? Est-ce qu'il y avait un peu de laisser aller de la routine? Mais en tout cas, c'est clair qu'ils n'ont pas mesuré le danger. Il est évident que l'équipage a sous-estimé le danger à travers les informations données par différentes sources. C'est pour ça qu'ils ont tenté l'atterrissage. Avec comme résultat, une catastrophe après avoir posé les roues à mi-piste et freiné avec retard. Cela dit, cet accident n'est pas unique dans les annales de l'aéronautique. En 1999, un crash assez similaire s'est déroulé à Little Rock, dans l'Arkansas. Je n'y vois rien. On sort de la piste? Non, je ne vois rien. On sort! Tentant un atterrissage en plein milieu d'un orage, un MD-82 d'American Airlines est sorti de la piste et a terminé sa course en plein champ. Bilan, 12 morts sur 143 occupants. Greg Fess a participé à l'enquête sur cet accident. J'ai tout de suite eu une impression de déjà-vu. Les informations dont je disposais sur l'accident du vol 358 me rappelaient beaucoup le crash du vol d'American Airlines. Dans le cas de Little Rock, clairement, la principale origine de l'accident tenait à une faute de pilotage.
Les pilotes n'avaient pas suivi toutes les procédures de vérification. Et ils n'avaient pas armé les aérofreins qui diminuent la portance des ailes et déplacent le poids de l'avion sur les roues afin d'améliorer le freinage. Outre les aérofreins, les pilotes disposent pour ralentir des freins classiques sur les roues et surtout de l'inverseur de poussée qui, comme son nom l'indique, inverse le flux des réacteurs. Question. L'Airbus aurait-il eu une défaillance mécanique au moment du freinage? 7 des 8 systèmes de freinage des roues sont retrouvés parmi les débris et testés en laboratoire. Résultat, les 7 étaient totalement fonctionnels au moment de l'atterrissage. Volet 2. Volet 2. Vitesse d'approche. On descend le train. Et contrairement à l'histoire de Little Rock, les aérofreins se sont bien déployés une fois l'avion au sol. 4 vertes. Train sorti, aérofrein armé, 4 vertes. Et les moteurs ont été retrouvés avec les inverseurs de poussée enclenchés. Alors, si tout a bien fonctionné, pourquoi l'avion ne s'est-il pas arrêté? Les enquêteurs vont découvrir la vérité dans les boîtes noires. Les inverseurs de poussée ont bien été engagés, mais avec 12 secondes de retard. Le commandant Roset s'en est expliqué avec Hervé Labarthe. À ce propos, le commandant Roset m'a donc confirmé ce fait. Et son explication était que son pilote était crispé et avait beaucoup de mal à contrôler l'avion en latéral à cause probablement des rafales de vent de travers et aussi parce que la piste était très glissante et que donc sa main était crispée sur les manettes des gaz. Ça empêchait aussi le commandant de le faire lui-même hein, et les reverses ne sont pas sorties. En enclenchant ces inverseurs de poussée dès le contact avec le sol, l'avion aurait-il eu une chance de s'arrêter à temps? En tout cas, actionné avec 12 secondes de retard et nécessitant 5 secondes supplémentaires pour atteindre la pleine puissance du freinage, l'avion, entre-temps, avait parcouru plus de 700 mètres. L'action fut tardive, beaucoup trop tardive. Le rapport soulevait la question des 17 secondes. Je ne voudrais avancer aucune hypothèse quant à la cause d'un tel retard. Tout ce que je sais, c'est que les pilotes ont tendance à déclencher les inverseurs de poussée le plus tôt possible pour un bon freinage. Et ce n'est pas tout. Les enregistrements des boîtes noires révèlent que l'appareil s'est présenté au seuil de la piste beaucoup trop haut. Résultat, il s'est posé beaucoup trop loin, presque à mi-piste. Pose-le! Pose-le! À ce stade, l'équipage avait encore une solution simple à portée de main. Effectuer une remise de gaz. Quand on risque de faire une sortie de piste, le pilote doit prendre la décision soit de rester au sol en essayant de se tirer d'une situation périlleuse, soit d'interrompre l'atterrissage, de remettre les gaz, de redécoller et de faire un tour de piste avant de se représenter pour un nouvel atterrissage. À cette époque, dans les cockpits d'Air France, seul le commandant pouvait décider d'une remise de gaz. Si le commandant voit que l'atterrissage va mal se terminer, il doit remettre les gaz. Il doit faire cette procédure d'atterrissage interrompu. C'est une obligation. Et bien entendu, si le copilote de lui-même le voit, c'est à lui de le faire en premier. Hein. Mais le commandant de bord a cette responsabilité d'intervenir pour ne pas laisser se dérouler un atterrissage trop long, ça c'est clair. Au moment où l'avion s'est posé, il lui restait environ 1500 mètres de piste devant lui. Il va en parcourir la moitié avant l'enclenchement des inverseurs de poussée. Est-ce que l'action des reverses immédiates aurait fait une différence? Oui, bien entendu dans le cas général, puisque l'efficacité des reverses est à son maximum à grande vitesse, c'est-à-dire tout de suite à l'atterrissage. Et c'est tout l'intérêt des reverses, on peut résumer en parlant de freinage aérodynamique. L'autre problème, c'est que l'avion a touché des roues à mi-piste. Et que, reverse ou pas, à mi-piste, c'était déjà trop tard, comme l'a souligné le directeur de l'enquête. Cela dit, s'il avait actionné malgré tout les reverses
immédiatement, il serait sorti moins et moins vite. Un orage violent, de brutales rafales de vent en plein travers de l'avion, un atterrissage trop long et un freinage trop tardif ont scellé le sort du vol AF358. Quelles leçons en tirer? Quelles mesures prendre pour éviter la répétition de tels accidents? Car la fréquence des sorties de piste demeure élevée. Pour la seule année 2005, l'année de l'accident de Toronto, on a dénombré dans le monde 37 sorties de piste. Fort heureusement, la plupart sans conséquences mortelles. Et bizarrement, les procédures de sécurité qui pourraient permettre de les éviter sont quasiment inexistantes, alors que les causes sont presque toujours les mêmes. Dans toutes les sorties de piste, on retrouve des causes récurrentes. Ce sont les conditions météorologiques, l'état de surface de la piste, qui peut être mouillé, gelé ou enneigé, et une vitesse d'approche de l'avion trop importante et qui ne diminue pas suffisamment lors de l'atterrissage. Ces éléments reviennent en permanence lors de sorties de piste accidentelles. Autre facteur, la proximité des pistes et des zones urbaines. Exemple, à Chicago, toujours en 2005, ce Boeing 737 de Southwest a terminé sa course sur l'autoroute voisine, tuant un enfant. Beaucoup d'aéroports anciens, en particulier dans les grandes villes qui se sont développées à proximité, ne disposent pas d'un espace sécurisé en cas de sortie de piste. Considérons ce qui se passe quand une piste est contaminée par de la neige, de la glace ou de l'eau stagnante. Les capacités de freinage sont dégradées. Ajoutons un vent de travers, comme à l'atterrissage du vol 358. La combinaison de tout ça va compromettre la bonne exécution de l'atterrissage d'environ 50%. L'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile, recommande une zone sécurisée de 300 mètres en bout de piste. Mais la législation canadienne est moins stricte, imposant une distance de 60 et conseillant une rallonge de 90 mètres, soit un total de 150 mètres. La piste 24 gauche de Toronto respectait cette recommandation. Il y a eu une autre sortie de piste accidentelle à Toronto, sur une piste qui était très proche de la piste actuelle. En 1978, un DC-9 d'Air Canada a interrompu son décollage et foncé droit dans le ravin. Well, the plane started to break, and then there was just nothing, and then we dropped over the edge. There's about a 50-foot drop, I guess, at the end of the runway. We just went over the top, and then there was a heck of a bang, and people and seats all over the place. En 1978, l'accident avait fait 2 morts, et l'enquête avait recommandé le comblement du fossé. Un comblement qui n'a jamais eu lieu. C'est un ravin de plus de 15 mètres de profondeur. Quand une machine aussi grande, fragile et complexe qu'un avion de ligne dégringole de 15 mètres, elle ne tient pas le choc. Pourtant, il existe une solution radicale aux sorties de piste, mais elle n'équipe que très peu d'aéroports. Le système est le même que sur la route pour arrêter un poids lourd. Ce sont des graviers artificiels, étalés en couches d'une certaine épaisseur. Lorsqu'on roule à vélo sur du sable sec, le vélo s'immobilise très vite. Il est quasiment impossible d'avancer, même en pédalant. Eh bien, avec du gravier, la même chose se passe pour les avions. Seuls quelques aéroports nord-américains sont équipés de ce système. C'est bien plus efficace que le freinage à friction. Et c'est incomparablement plus efficace que l'inversion de poussée ou les aérofreins. N'importe lequel de ces systèmes, s'il est correctement conçu, peut stopper un gros appareil, quel que soit l'état de la piste ou sa longueur. Il faut évacuer! Dans leur malheur, les passagers du vol AF348 ont quand même eu une chance. Le personnel de cabine a été particulièrement efficace et a réussi l'exploit d'évacuer tout le monde en moins de 90 secondes.
C'est un miracle que tous ces gens aient pu évacuer aussi rapidement avant que l'avion ne se soit entièrement consumé. Ce qui est notable dans le vol Air France, c'est que tout le monde s'en est sorti indemne. Et je pense que, de ce point de vue, l'évacuation qui a été faite est en tout point remarquable. Le commandant Roset, sérieusement blessé, a pris sa retraite quelque temps plus tard. Mais jamais il ne pourra oublier ce dramatique mardi 2 août 2005. Le commandant Roset, il revivait tous les matins les flammes, le bruit, sa blessure, et il était très triste de terminer sa carrière comme ça en ayant cassé un avion. C'est affreux pour un pilote, affreux. Frédéric Nou, le copilote, a été suspendu pendant 3 mois avant de reprendre ses fonctions à Air France. Lors de l'accident, il fut le dernier à quitter le bord, après avoir vérifié qu'il ne restait plus personne. Quant aux passagers, chacun a essayé à sa manière de surmonter le choc. J'ai fait des cauchemars presque toutes les nuits. J'avais des flashbacks tous les jours. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus et je me demandais pourquoi j'étais encore là. C'est effrayant d'être dans un état pareil. Mais ça m'a appris à être fort. Il faut vraiment qu'on prenne au sérieux ces consignes de sécurité parce qu'on ne sait jamais. C'était un vol parfait. Rien ne laissait présager un quelconque problème. Et c'est juste à la dernière seconde que tout est arrivé. Enfin, Dieu merci. Je suis encore là pour en parler. Allez, ouvrez-la! Ouvrez la porte! Il y a eu beaucoup de choses négatives et positives dans cet accident. Le négatif, c'est « Mon Dieu, je vais mourir, mon Dieu, c'est horrible ». J'en fais des cauchemars, oui, je suis traumatisé. Oui, mes enfants sont traumatisés aussi. Et puis, le positif, c'est « Hey, je suis vivant, vous savez, on m'a donné une deuxième chance. On m'a donné une deuxième vie. Nous tous, ma femme, mes enfants, moi-même, on éprouve le même désir de donner ce qu'on a reçu. On doit agir pour les autres. On doit s'ouvrir aux autres. On doit offrir notre bonne volonté, notre compassion à ceux qui en ont besoin. Ça a presque un effet thérapeutique sur nous, car plus on donne aux autres, plus on est heureux. Je crois que si je peux ouvrir en grand mon cœur aux autres, ça me grandira d'autant. La semaine prochaine... Je croyais que les vols de l'Air Force, qui transportaient des passagers prestigieux, étaient beaucoup plus sécurisés que les vols commerciaux. En fait, c'était le contraire. Danger dans le ciel, enquête sur le crash du vol US Air Force IFO 21, la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne.